Bonjour. À travers cette vidéo, je vais essayer d'expliciter le processus de conception architecturale en faisant référence au modèle que j'ai mis en place lors de ma thèse de magistère soutenue en 2005 sous la direction de Abdelkader Ben Saïsi à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Durant mes différentes années d'études ainsi que mes premières années de pratique architecturale, j'ai souvent été frustré du fait que le processus de conception architecturale est explicité d'une manière très aléatoire, faisant appel à la notion de hasard, de génie de l'architecte, de boîte noire, faisant croire ainsi que ce processus n'est pas maîtrisable, n'est pas explicite. Personnellement, à travers ce travail de magistère, j'ai réussi, en faisant appel à la théorie de la morphogénèse de René Thom, appelée aussi la théorie des catastrophes, de démontrer que ce processus est certes hautement complexe, mais qu'on arrive quand même à essayer d'en comprendre les mécanismes afin de pouvoir les maîtriser. Je dis bien maîtriser et en connaître, en aucun cas de prédire et de proposer des recettes à la con qui serviront de dispositifs à répéter de manière infinie, quel que soit le projet abordé. Mais je n'ai pas fait appel seulement à la théorie de la morphogénèse de René Thom, je fais aussi appel aux raisons de la causalité d'Aristote. Aristote explicite que chaque phénomène est le résultat de 4 éléments. Premièrement, un objectif. Deuxièmement, pour répondre à cet objectif, il faut un ensemble d'éléments. Troisièmement, que cet ensemble d'éléments devrait avoir des caractéristiques bien spécifiques. Et enfin, que ces éléments soient organisés et structurés entre eux d'une certaine manière. Pour bien comprendre, prenons l'exemple d'une voiture. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture? Une voiture, c'est un moyen de transport mécanique. Quand on vient de le définir, nous n'avons pas identifié ses composants. Donc, nous en avons identifié seulement l'objectif auquel elle doit répondre. De quoi est composée une voiture? D'un certain nombre de composants, parmi lesquels nous pouvons citer les roues, la coque, le pare-brise, etc., etc. Bien sûr, l'ensemble de ces éléments ont des caractéristiques bien spécifiques. Par exemple, la coque est aérodynamique, la roue est adhérente au sol, etc. Mais ces éléments ne sont pas mis de n'importe quelle manière. Ainsi, nous ne retrouvons pas le guidon, le volant sous le capot, le siège dans la malle, le moteur à la place du siège. Tous ces éléments sont mis en place les uns par rapport aux autres afin de pouvoir répondre à l'objectif de créer un moyen de transport mécanique. En architecture, donc, il en est de même. Nous venons de comprendre que chaque domaine est divisé en deux parties. La partie immatérielle, donc il identifie les objectifs auxquels doit répondre l'élément, et la partie matérielle qui permet de concrétiser et de donc matérialiser cet élément-là. Ainsi, donc l'univers d'architecture est divisé en deux parties. L'environnement externe qui relève l'ensemble de ces composants immatériels, et l'environnement interne qui va être composé de l'ensemble des éléments qui permettent la matérialisation du projet architectural. L'environnement externe est lui-même composé de plusieurs sous-entités. La première est l'environnement externe général. C'est ce que j'appellerais moi la culture générale de l'architecte, le background que devrait avoir tout architecte pour pouvoir faire partie du domaine architectural aussi bien en tant qu'architecte concepteur ou évaluateur ou enseignant ou quoi que ce soit d'autre. Cet environnement externe général est composé des différents environnements auxquels fait appel l'architecte pour pouvoir avoir une culture architecturale et donc composer dans la réalité architecturale. Ces différents environnements proposés ici sont à titre indicatif et non pas exhaustif, ont été identifiés par M. Abdelkader Ben Saïsi lors de sa thèse de doctorat. Lorsqu'on entame un nouveau projet architectural, nous passons à l'environnement externe spécifique. Spécifique parce qu'il est dépendant d'un projet architectural, alors que là nous sommes dans la généralité de la discipline architecturale. Je tiens à préciser à ce niveau-là que lors de le modèle que j'ai proposé, je n'ai pas appelé les différents moments comme étant des étapes, parce que qui dit étape dit avancer et ne pas revenir en arrière. Or, le processus de conception architecturale est un processus itératif, c'est-à-dire que nous pouvons avancer, puis revenir en arrière, remettre en cause un choix que nous avons fait, un objectif, une structure, un matériau, une couleur, un dimensionnement, etc. Donc il y a toujours possibilité de revenir en arrière et de réavancer. C'est pour ça qu'on appelle un processus itératif. C'est pour cette raison que j'ai préféré appeler non pas des étapes, mais plutôt des instances, car une instance peut être activée à n'importe quel moment et réactivée à un autre moment. Donc, première instance, c'est la mise en place de la solution à travers l'identification des différents éléments qui vont nous permettre de réaliser le projet architectural, à savoir les composants programmatiques, quantitatifs, qualitatifs, composants contextuels et les composants paradigmatiques. Je ne m'attarde pas ici sur les différents environnements et les différents composants, car nous allons les revoir un à un d'une manière plus détaillée. Il est évident que l'ensemble des éléments qui composent un projet architectural, l'identification des différents éléments, ne peut se faire si nous n'avons pas une culture générale. C'est-à-dire qu'on revient encore une fois donc, à dire que si un architecte n'a pas une grande culture architecturale, il ne peut
pouvoir produire ni proposer quoi que ce soit dans le domaine de l'architecture. Ainsi, comment identifier un programme, un nouveau programme, si on n'a pas un minimum de culture de qu'est-ce que c'est que cette thématique, quels sont ces programmes. Nous ne pouvons pas en faire une lecture temporelle et physique et des composants du site si nous n'avons pas des références pour pouvoir identifier quels sont les éléments à tenir compte lors de ce type de projet, etc., etc. Suite à cela, nous passons à l'instance de structuration, à savoir, nous commençons à jouer avec les éléments du contexte, du programme et des paradigmes, donc des principes qu'a l'architecte ou qu'impose le projet architectural, donc les différents concepts et idées que proposent ces derniers, et les organiser entre eux, donc en termes de principes, finalités et de concepts, qui vont nous permettre donc de commencer la matérialisation architecturale. Nous pouvons dire qu'un projet commence à être matérialisé lorsque nous réalisons une des trois choses. Soit nous produisons une forme, donc quelque chose de morphique, soit en produisant une fonction, donc une organisation fonctionnelle, soit en faisant des choix architectoniques, à savoir donc des matériaux de construction ou une structure bien spécifique. Il s'avère que ces différents objectifs et finalités auxquels doit répondre un projet architectural, eh bien, pour pouvoir être matérialisé, des fois, on peut se contenter juste d'un choix structural et de constructif, des fois juste d'un choix de forme, des fois juste d'un choix fonctionnel, ou des fois d'un choix fonctionnel et formel, des fois d'un choix fonctionnel et structurel, des fois d'un choix formel et structurel. Je m'explique. Prenons un exemple, bien qu'on va le revoir encore en détail plus tard. Prenons l'exemple de la recommandation et l'obligation qu'un bâtiment doit être, pour des raisons de sécurité incendie, être évacué en l'espace d'une demi-heure, pour dire, façon de parler. Sur quoi on va intervenir? Eh bien, à ce moment-là, il faut intervenir sur deux choses. Non seulement que l'organisation spatiale et fonctionnelle doit être très claire pour permettre aux gens de pouvoir être évacués, mais aussi il faudrait que les matériaux utilisés puissent pouvoir résister à au moins 30 minutes à la chaleur sans s'effondrer. C'est-à-dire que pour un objectif tel que celui-là, nous ne pouvons pas nous contenter d'un seul des trois éléments, mais des fois des deux, voire certains objectifs nécessiteront que, pour être matérialisés, concrétisés, l'ensemble des trois. Nous reverrons ça un peu plus tard à travers quelques exemples. Donc ceci s'appellera donc l'instance de matérialisation. Après avoir l'instance de mise en place de la solution, l'instance de la structuration, de l'organisation des choses, maintenant c'est l'instance de matérialisation où nous commençons à concrétiser, à monter donc, faire des choix de volume, des choix d'organisation spatiale et des choix de matériaux. Bien sûr, comment réaliser tout ça? Comment l'architecte peut le faire? En faisant référence aux objectifs auxquels il doit répondre, mais encore une fois en ayant une culture architecturale. C'est-à-dire que comment il peut savoir que telle forme correspond le mieux à l'obligation paradigmatique ou contextuelle aux programmations s'il n'a pas un minimum de culture architecturale qui puisse l'orienter, lui dire tel choix peut être matérialisé et peut donner un bon résultat. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit d'une grande culture. Après avoir composé les différents éléments, nous passons à la dernière instance qui est l'instance d'évaluation. Donc à ce moment-là, l'architecte se met en position de pouvoir évaluer est-ce que les éléments qu'il a produits ont été répondre à ses objectifs ou pas pour pouvoir le réaliser. Donc nous faisons référence aux objectifs auxquels il devait répondre, mais aussi en faisant appel à nos références pour savoir si les choix que nous avons faits sont bons ou pas. Je ne parle pas que de l'architecte, aussi ça peut être le cas d'un architecte de l'administration qui doit évaluer la validité d'un projet ou pas. Donc pour pouvoir identifier si ce dernier répond aux objectifs ou pas, lui-même il doit avoir une certaine culture, même une grande culture architecturale, afin de pouvoir dire si ce projet-là répond aux objectifs auxquels attend le client ou pas. Il y a 4 possibilités qui s'offrent à nous lors de cette évaluation. Premièrement, la solution est totalement rejetée. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On continue après, nous allons voir ce qui se passe. Ou deuxième possibilité, quelques points sont intéressants, mais dans l'ensemble, la solution architecturale est inadéquate. Par exemple, la volumétrie s'intègre dans son environnement, mais ni la fonctionnalité n'est bonne, ni le budget n'est intégré, ni la structure ne tient, etc., etc. Donc à ce moment-là, il y a de fortes chances de devoir remettre en cause la totalité de la solution. Troisièmement, la solution architecturale est intéressante, mais quelques points restent encore à revoir, tels que par exemple l'ensemble est bon, mais il serait peut-être plus intéressant d'augmenter la dimension de la chambre de 30 cm, de changer la couleur des murs, d'agrandir la fenêtre. Donc à ce moment-là, ce n'est pas le tout qui est remis en cause, mais juste quelques détails. Qu'est-ce qui se passe durant ces moments-là? Eh bien, il y a un retour vers l'instance de matérialisation, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un processus itératif, et de retravailler les petits éléments que nous avons identifiés qu'il va falloir améliorer ou changer.
Dans certains cas, nous pouvons revenir à l'instance de restructuration si on considère que finalement les principes et les objectifs auxquels nous avons voulu répondre ne fonctionnent pas entre eux et au contraire développent des contradictions qui peuvent remettre en cause l'impossibilité de trouver une solution. Enfin, suite à ce travail de répétition, nous en arrivons à la fin à une solution architecturale satisfaisante qui va permettre donc la finalisation du projet. Commençons à voir les éléments un à un. Commençons par l'environnement externe général. L'environnement externe général est composé entre autres de l'environnement idéal, qui est lui-même composé de la famille des images. Des images qui constituent une sorte de métaphore. Ainsi, lorsque nous voyons les différentes pyramides d'Égypte, si on voit le projet réalisé par Imyo Mingpei pour la pyramide du Louvre, à ma connaissance, je crois que l'architecte a toujours dit qu'il ne s'était pas référencé à ce projet-là lorsqu'il l'a réalisé. N'empêche que notre subconscient travaille. Et donc, quand on essaie d'observer les différentes proportions entre les grandes pyramides et les petites pyramides au niveau de l'Égypte, eh bien, on se rend compte que le rapport qui se trouve entre les deux, qui est fortement harmonieux, je rappelle pour ceux qui sont connaisseurs de l'histoire de l'architecture pharaonique et égyptienne, que les Égyptiens ne sont pas arrivés directement à ce type de proportions, qu'ils ont mis beaucoup d'expérience, d'expérimentation, de pyramides qui étaient très flasques, et puis de ceux qui étaient assez pointus, par étage et par degré, etc. et tout, jusqu'à arriver à la fin de pouvoir réaliser des pyramides d'un seul tenant et qui avaient les meilleures proportions. Donc nous voyons bien ici, si nous observons les proportions et le rapport entre les éléments, que ceci se revérifie à ce niveau-là, et donc il est clair que même si l'architecte n'avait pas explicitement fait appel à ce genre de référence, eh bien c'était incrusté dans son subconscient. Donc sa culture générale qui fait, qui intervient indépendamment du fait d'aller la chercher. L'environnement doctrinal. Prenons par exemple l'architecture high-tech, donc l'architecture comme expression de la prouesse technologique. Regardons par exemple ce projet-là de Norman Foster sur le Reichstag, le Parlement de Berlin, réalisé entre 1995 et 1999, nous voyons qu'à ce niveau-là, l'architecte essaye de mettre en avant les prouesses technologiques. Si vous observez bien, c'est un immense dôme en verre sur lequel vient reposer la grande rampe immense dans laquelle les différents personnes qui abordent ce projet peuvent accéder pour pouvoir aller vers le sommet. Donc, un système de verre qui soutient un système beaucoup plus dur et beaucoup plus lourd tel que le béton. Donc c'est une vraie prouesse technologique de voir que c'est le verre qui soutient le béton et non pas l'inverse. L'environnement physique et technique, les ambiances. Si nous observons ce projet d'architecture de l'équipe Architecture Studio, qui est l'église Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance à Paris en France, c'est un projet qui est en forme totalement cubique, eh bien nous voyons bien que les architectes ont usé de la dimension de l'ambiance afin de pouvoir créer à l'intérieur une certaine spiritualité. Quand on le voit par exemple ici, l'élément du poteau et de la poutre, mais en utilisant le principe de la lumière qui vient en contresens et qui éblouit les différents vitraux qu'on trouve ici, et bien à l'intérieur nous en voyons non seulement ça fait ressortir la croix chrétienne, mais aussi donc une certaine qualité spatiale à travers ces différentes images et dessins qu'il projette à l'intérieur et crée donc une certaine dimension de spiritualité. Cette photo aussi de la station de métro de la gare de Lyon, de la ligne numéro 14 de la ville de Paris, et ben les architectes qui ont réalisé ce projet ont essayé d'essayer d'améliorer le cadre psychologique des personnes qui utilisent le métro, qui se sentent en général enfermées sous terre. Et bien pour enlever cette sensation d'étouffement et d'être enterré sous terre, et ben ils ont aménagé la station de ligne numéro 14, qui est l'une des stations les plus profondes de Paris. Eh ben, ils ont intégré des éléments végétaux avec un certain type de lumière qui permet de donner la sensation de ne pas être sous terre, mais d'être carrément à l'extérieur. Je vois donc sur les effets psychologiques de l'être. Les matériaux, le choix des matériaux. Ceci est la Cité de la musique réalisée par Christian de Portzamparc. Nous voyons comment l'architecte a su composer entre différentes nuances de couleurs, de matériaux, de textures, etc. Qui donne une certaine harmonie globale, bien qu'il y ait une diversité de textures et de couleurs, mais ça donne une certaine variété globale, ça donne une certaine harmonie globale du fait que l'architecte, ce n'est pas un hasard qui est arrivé à ce niveau-là, c'est qu'à la base il a commencé à une école de beaux-arts,
Il a commencé dans les écoles de beaux-arts avant de s'orienter vers une école d'architecture. Donc il avait commencé à acquérir une certaine notion de composition, de couleurs, de matériaux et de textures avant de venir vers l'architecture. On voit comment la maîtrise de l'architecte de la manière de composer entre les couleurs et les textures permet d'arriver à des espaces de qualité qui conduiraient à ce que les gens profitent d'un cadre très agréable dans les projets d'architecture. La technologie. Dans le viaduc de Millau, dont le projet a été conçu par Norman Foster, eh ben, il y avait une contrainte très importante, celle qu'il fallait que le futur viaduc de Millau puisse le moins possible déranger et mettre mal à l'aise l'environnement paysager. Donc il fallait trouver comment intervenir avec les éléments les plus fins, avec un minimum de pylônes, etc. Eh ben, il a fallu que ce soit un architecte qui réalise ça pour pouvoir réaliser la chose de la manière la plus fine, mais il n'aurait pas pu réaliser ce projet s'il n'avait pas une certaine maîtrise de la dimension technologique et donc statique. Donc, afin de réaliser des pylônes, ou de réduire le maximum le point d'appui en développant donc ces pylônes avec des haubans qui permettent d'aller récupérer les éléments et donc faire un cheminement de charge en cherchant le tablier par ces différents points, en remontant jusqu'au sommet et puis en redescendant la charge. Donc on voit bien que l'architecte n'aurait pas pu concevoir ce projet s'il n'avait pas un minimum de connaissances et de maîtrise technologique et technique sur ces projets. Le climat. Prenons l'exemple ici de la ville de la Médina de Tozeur de Nafta dans le sud tunisien. Si on voit dans ces espaces-là, que se trouve dans des endroits où il fait une chaleur incroyable à partir de la saison de printemps, eh ben, ces villes ne peuvent pas se permettre d'avoir des espaces publics de grandes places et de grands forums. Bien au contraire, il fallait développer des espaces publics en adéquation avec l'environnement dans lequel on se trouve. C'est pour cette raison que vous voyez par exemple à ce niveau-là que les différents passages, tels que ici, entre les différents cours, etc., eh bien, il y a un aménagement de bancs qui permettent à ce que les gens puissent se retrouver dans des environnements à l'aise, avec un minimum de chaleur et d'ensoleillement, et donc de créer quelques endroits rafraîchissants pour permettre à ce que les personnes puissent se regrouper, discuter, échanger entre eux, sans subir les aléas du climat et donc du soleil. Idem pour les façades, comme vous pouvez le voir, ces deux villes, Nafta et Tozeur en Tunisie, sont célèbres pour ce que nous avons appelé, ce qui est appelé les tapis de briques. Et c'est une technique qui relève aussi de l'origine possible des habitants de cette région-là, qui est donc la vallée, une vallée au niveau de l'Égypte et du Nil, où les gens ont maîtrisé la technique de la réalisation des briques en terre cuite. Et donc on voit qu'ici, ces personnes ont ramené cette technique-là et l'ont réalisée. Et ces éléments sont non seulement révélateurs de l'origine, mais surtout pour la question liée à la question du climat que nous abordons ici, c'est que le fait d'exposer une façade qui n'est pas totalement lisse, eh bien ça réduit le nombre de la façade totale exposée à l'ensoleillement, puisque tous ces différents éléments saillis vont pouvoir créer des petits éléments ombrés qui vont réduire l'exposition. Pour l'exemple, dans une ville qui est pas très loin, entre 70 et 100 km, si je ne me trompe pas, qui est la ville d'El-Oued en Algérie, et bien cette ville, elle est subissant les mêmes conditions climatiques, elle est célèbre pour ses 1000 coupoles, pour une conception avec des coupoles. La coupole qui vient donc sur la terrasse, éviter que toute la terrasse ne soit exposée à l'ensoleillement, puisque une seule partie seulement de la coupole donne face au soleil, et le reste, il est protégé et donc ombré. Donc voyons comment deux groupements de personnes qui subissent les mêmes conditions climatiques proposent des solutions totalement différentes en fonction de leurs origines, mais dont les deux solutions essayent de répondre d'une manière efficace à la question du climat et des aléas de l'ensoleillement des grandes chaleurs. Le site. Qui ne connaît pas la villa sur la cascade de Frank Lloyd Wright en Pennsylvanie? Nous voyons là le génie de l'architecte, de comment il a réussi à aborder et implanter un projet qui ne vienne en aucun cas déranger le contexte dans lequel il se trouve, en réalisant différents dispositifs tels que maintenant le rocher qui existe composant une cheminée autour de lui,
ou aussi maintenant cette petite rivière et faisant que les architectes, enfin plutôt que l'architecte a fait que les habitants, les locataires de cette maison puissent pouvoir s'installer et avoir les pieds dans l'eau directement à travers un petit escalier où on s'assoit dans la dernière marche, on met les pieds dans l'eau, où les arbres n'ont pas été dérangés, mais au contraire, lorsqu'on a commencé à implanter à ces niveaux-là des pergolas, le rythme des pergolas n'était pas régulier, mais était fait de telle manière à ce que les arbres puissent être maintenus. Donc une façon de faire qui permet à ce que ce projet-là puisse s'implanter dans son environnement sans le déranger ce dernier, mais bien au contraire de profiter au maximum de son potentiel. L'économie du projet. Ceci est un projet qui a été réalisé en conjointement entre Lotfi Ben Abdelrazak, paix à son âme, et Selwa El-Mili, deux architectes tunisiens, pour l'Institut national des sciences informatiques à Tunis entre 1996 et 2001. Le budget de ce projet était hyper serré. Et donc, si l'architecte voulait faire quelques petites prouesses pour essayer de créer des qualités architecturales ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, il était très limité. Ceci dit, l'expérience de l'architecte, connaissant de la manière avec laquelle les projets sont budgétisés, il savait que les espaces techniques, pour je ne sais quelle raison, étaient toujours programmés comme étant des espaces en sous-sol enterrés, ce qui impliquait que donc il y a tout un travail de réalisation de murs en béton armé avec un système d'évacuation, de cuvelage, etc. Donc il s'est dit, mais qui a imposé et quelle est la règle qui impose le fait que ces espaces-là soient enterrés? Bien au contraire, il s'est rendu compte que c'est effectivement le budget global du projet était serré, mais cette partie-là était budgétisée et qui était budgétisée d'une manière assez importante. Il s'est dit, au lieu d'enterrer tout cela, ben, nous allons les réaliser plutôt sur Terre et non pas sous Terre. Et donc, l'accès du projet ne se faisait pas à travers directement de plein pied, mais à travers cette rampe qui allait avancer tout le long du projet. Et sous cette rampe-là, donc on accède au projet à partir du premier étage, sous cette rampe et tout le long, il allait disposer les différents éléments techniques. Et donc à ce moment-là, lorsque ces constructions n'étaient pas enterrées mais étaient sur Terre, eh ben, ça nécessitait beaucoup moins de matériaux et donc une économie assez importante. Et l'ensemble de l'argent qu'il a pu récupérer, non seulement il a pu en faire des choses d'autres, mais surtout, ce fameux taxe est devenu la colonne vertébrale de l'ensemble du projet, puisqu'il permettait de structurer le projet en entrant, on arrive sur un espace qui est donc l'administration, puis les espaces qui sont les plus accessibles au public, à savoir la bibliothèque et l'amphithéâtre, puis nous avançons, on se retrouve avec les salles de cours, les laboratoires de recherche. Donc, cet élément-là devenait la colonne vertébrale de tous ces éléments-là. Et il permettait de créer des sortes de cours anglaises à chaque fois pour n'importe quelle entité en contrebas qui permettait donc pour l'ensemble de ces entités-là et sous-entités de pouvoir avoir des espaces intimes dominés par la rampe, mais qui permettaient à chaque entité de pouvoir s'isoler des autres. Ça devenait cette contrainte, n'en devenait plus une, mais devenait l'élément structurant du projet. Et grâce à l'argent qu'il a économisé, eh ben, les architectes ont économisé, eh ben, ils ont pu réaliser donc des espaces avec certaines qualités de charpente métallique, des rapports de jeu visuels, etc., qui permettaient donc de créer des espaces beaucoup plus intéressants. L'environnement professionnel. Premièrement, les acteurs, le jeu d'acteurs. Prenons ces exemples seulement donc, de ce projet avec la production de cet élément de dessin. On se rend compte que normalement les architectes ne produisent pas les mêmes types de dessins en fonction des différents acteurs du projet. Les différents acteurs, on peut parler aussi bien du maître de l'ouvrage, donc le propriétaire, de maître d'œuvre qui est l'architecte, mais aussi de l'entreprise de réalisation, de différentes administrations, de la mairie, de la sécurité incendie, etc. Il est clair que l'architecte, pour pouvoir expliquer son projet, ne peut pas tenir compte, ne peut pas avoir le même discours, ne peut pas présenter les mêmes éléments. Ainsi, si nous voyons par exemple dans cette image-là, il est clair que l'image qui est produite dans ce projet-là, en voyant les détails techniques de l'assemblage des éléments porteurs avec les planchers, les revêtements, etc. et tout, eh bien, les architectes ont produit l'élément qui permettent à la future entreprise de réalisation de pouvoir comprendre les différents composants. Il est clair que si l'architecte allait demander un prêt au niveau de la banque pour pouvoir financer le projet pour le client, c'est pas ce genre de dessin qui importerait, qui intéresserait les banquiers. Prenons un autre exemple. Le projet, donc les immeubles de bureaux réalisés par M. Adel Bouaziz au niveau de Tunis. Cette image-là a été produite afin de pouvoir montrer un peu cet immeuble de bureau, comment il sera, donc la volumétrie, sa composante, son enveloppe, etc. Mais une autre image a été produite afin de pouvoir, celle-ci, de vendre le projet et de montrer comme quoi pour le client et pour vendre l'idée au client que ce projet-là serait un élément
de composition d'éléments d'appel au niveau de son environnement avec ce jeu d'éclairage, etc. Donc les éléments de rendu sont choisis en fonction de l'objectif que veut communiquer l'architecte en fonction de l'acteur et donc de la personne qui est en face de lui. Dans l'environnement professionnel, il y a aussi la famille des méthodologies. Nous n'abordons pas les questions architecturales et différentes architecturales urbaines d'une manière aléatoire au pif, mais nous nous dotons de certaines méthodologies et d'approches qui nous permettent d'être le plus rationnel possible. Par exemple, dans la question urbaine, l'approche de Kevin Lynch qui permet à travers les 5 composants donc, de développer l'imagibilité et la perception de l'espace à travers les questions des voies, des limites, des quartiers, des points de repère et des nœuds. Donc Kevin Lynch a développé dans sa théorie urbaine les composants qui nous permettent d'aborder la question de l'urbain d'une manière sensorielle et donc sensible, et de développer la question de l'image, du repère et de l'orientation et de l'imagibilité des personnes au niveau des villes. Donc, lorsque nous voudrons aborder la question de l'imagibilité, donc nous intervenons sur un quartier ou un environnement dont l'imagibilité est faible et mauvaise, et bien nous faisons référence au travail de Kevin Lynch qui nous permet donc de pouvoir répondre à cela de manière la plus efficace, car il nous a doté de l'outil qui nous permet donc de mieux maîtriser la question de la séquentialisation et de l'imagibilité. Parlons de l'environnement culturel, par exemple l'environnement esthétique. Il est clair que quand on voit les tableaux réalisés par Piet Mondrian, avec ce type de tableau de composition avec rouge, jaune et bleu en 1928, eh ben, il n'est pas difficile de voir que l'extension que ça peut donner au niveau de la composition architecturale à travers le travail de Gerrit Rietveld dans le mouvement Rietveld, dans le mouvement de Stigl. Donc, on voit bien que l'environnement esthétique dans lequel nous baignons, eh ben, produit automatiquement un environnement architectural que nous allons produire. L'environnement historique. Observons cet bâtiment, l'immeuble dansant, la maison dansante de Frank Gehry à Prague. Prague est une ville avec plusieurs siècles d'histoire architecturale et urbaine, qu'on ne peut négliger, qu'on ne peut donc venir intervenir comme si rien n'existait, rien ne se faisait. Souvent, les projets de Frank Lloyd Wright viennent comme étant des extraterrestres au niveau de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Nous remarquons que dans le projet qu'il a réalisé au niveau de Prague, certes, il a fait toujours une petite folie à la manière de Frank Gehry, mais on voit bien que, d'une manière générale, il n'a pas réussi de pouvoir se détacher totalement de l'environnement. Tout simplement, sinon son projet n'aurait pas eu l'accord des administrations pour le permis de construire et l'autorisation de pouvoir être réalisé. Donc, on n'a pas pour autant nié la créativité et les principes de composition de l'architecte. Mais regardez bien et observons donc le bâtiment qui commence là, qu'il démarre en essayant de reprendre la rythmique qu'il y a avant, et à partir de là, il commence à se détacher pour venir au niveau de l'angle, composer un élément qui est totalement différent, et donc qui se démarque par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve. Donc il a cherché d'abord en premier lieu de respecter l'environnement historique en développant un dialogue et non pas en niant totalement son existence. La dimension du religieux. Observons les 3 types de mosquées. Dans l'univers musulman, de la civilisation musulmane, en général, nous reconnaissons l'existence de 3 types de mosquées. Les mosquées hypostyles, dans l'une des plus belles mosquées, celle de Kairouan en Tunisie, donc avec une multiplication d'éléments verticaux qui sont les colonnes. Avant d'aborder plus en question, il est important pour comprendre cette architecture-là, de comprendre qu'est-ce qui compose une mosquée. Dans la civilisation musulmane, on considère qu'une mosquée, pour pouvoir réaliser la prière en groupe, il suffit de correspondre à 2 conditions. La première, c'est que l'endroit soit suffisamment propre, et que nous nous orientons vers la Mecque, donc prendre la direction de la Mecque. En d'autres termes, il est considéré que, justement, pour quelle raison on fait ça? Parce qu'on considère que Dieu est partout, et donc la divinité est partout, et donc il n'y a pas un point préférentiel. Et c'est pour cette raison-là que les mosquées ne se devaient pas de démarquer, de créer des points préférentiels, et des points qui permettent de faire croire, contrairement aux églises, avec l'autel, l'intersection des transepts, il y a l'autel qui vient faire croire qu'il y a une certaine divinité plus importante dans un lieu que d'autres. Dans les mosquées, bien au contraire, il fallait que l'espace soit le plus neutre possible, car Dieu est partout. Donc, dans la mosquée hypostyle, on avait réussi à obtenir ceci grâce à la multiplication de ces colonnes qui, quand on rentre dans cet espace-là, eh bien, les différents alignements de colonnes va conduire à avoir une multipluralité de directions dans tous les sens. Et donc, nous n'avons pas une direction ou un élément privilégié. D'ailleurs, pour l'information, dans la mosquée de Médine, la première mosquée qui a été réalisée à l'époque du prophète,
eh ben, le mihrab n'était pas situé au niveau du centre de la mosquée, mais plutôt était excentré, juste pour indiquer que pour prier dans la direction de la Mecque, il faudrait s'orienter vers ce mur-là. Le deuxième type de mosquée, ce qu'on appelle les mosquées à Iwan, donc dans l'univers persan, qui part des composants de l'architecture persane, à savoir les éléments en Iwan, eh bien, il arrive à obtenir cette neutralité spatiale grâce à cela. Par exemple, en faisant référence non pas à la mosquée hypostyle, donc, qui est une référence du monde maghrébin et donc de l'univers romain et de la culture romaine du contexte dans lequel on se trouve, eh bien, la mosquée à Iwan, elle est composée de 4 éléments. Donc vous avez une grande cour avec 4 éléments à Iwan, et ces 4 Iwan dans cette dimension-là se sont posés 2 à 2 l'un en face de l'autre. Et au milieu, le bassin d'eau. À première vue, on dira que eh ben si, il y a un élément central qui est plus important que le reste. Or, si on est dans cet espace-là, qu'est-ce qu'on s'en rend compte? Lorsque nous sommes au niveau de la cour, eh bien les 4 éléments nous renvoient vers le bassin d'eau. Mais quand on arrive au bassin d'eau, ce dernier reflète le ciel et en même temps le reflet des Iwan. Donc il y a un jeu de aller-retour entre, comme on peut le voir ici au début, donc le reflet des Iwan qui renvoie donc le bassin d'eau qui renvoie vers les Iwan qui renvoient vers le bassin d'eau. D'ailleurs, ça correspond totalement à la culture persane, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui existe entre les éléments et non pas les éléments entre eux. Si vous rentrez dans un espace où il y a 3 colonnes, eh bien on vous dira c'est l'espace des entre 3 colonnes et non pas l'espace des 3 colonnes. Donc, comme quoi, dans la culture perse, eh bien, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a entre et non pas l'élément en lui-même. Le dernier type de mosquée, c'est la mosquée à turque, dont le plus grand architecte est l'architecte Sinan. Ce qu'on raconte, c'est que Sinan a été très vexé, une des légendes qu'on raconte, c'est que Sinan a été très vexé du fait qu'on lui dise que l'architecture musulmane, le monde musulman n'est pas un monde exceptionnel, etc. Et la culture musulmane n'est pas importante, du fait qu'elle ne possède pas un projet architectural qui soit à la hauteur de la Constantinople, tel que pour la religion chrétienne, la Sainte-Sophie, donc avec l'église de la Sainte-Sophie. Touché dans le vif, Sinan a essayé donc de produire des mosquées en se basant sur le principe structurel. En quoi consiste le principe structurel de la Sainte-Sophie? Eh bien, tout simplement, d'une immense coupole portée par 2 autres coupoles qui sont reprises par d'autres coupoles, etc., etc., jusqu'à arriver au mur porteur. Eh bien, il a repris ce dispositif constructif en se disant que on va marquer la différence. Vous vous rappelez tout à l'heure ce que j'ai dit sur les mosquées, à savoir que les mosquées, il ne peut y avoir un point privilégié, mais que tout était établi d'un pied d'égalité car Dieu était partout. Donc nous ne pouvions pas créer une architecture qui puisse conduire à ce qu'un point puisse se démarquer plus que le reste. Ce qui était le cas des églises avec l'autel. Donc la Sainte-Sophie était composée de telle manière à ce que les différentes lumières de la coupole étaient orientées sur un point central, où donc il était supposé qu'une certaine sacralité était plus présente qu'ailleurs. Les mosquées qui ont commencé à être réalisées par Sinan faisaient l'inverse, à savoir, ils utilisaient le même dispositif technique, à savoir coupole, demi-coupole, etc. et tout, dans ces différentes mosquées de la Souleymanie et de la Sélimiyé. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'arrangeaient pour que les différents éléments d'éclairage n'allaient pas éclairer un point central, mais allaient directement avec une lumière rasante chercher les murs latéraux. Et ceci est une pratique qui était utilisée dans l'architecture byzantine, qu'ils ont inventé, si je ne me trompe pas, c'est bien l'architecture byzantine, effectivement, qui ont inventé ce que nous avons appelé la dilatation de l'espace. Donc pour créer un espace plus dilaté et plus important qu'il n'y paraît, eh bien, il suffit d'orienter, de focaliser la lumière rasante sur les murs extérieurs, et donc les murs externes, extrêmes plutôt, excusez-moi, et donc les murs extrêmes qui permettaient donc de donner une impression, une sensation d'un espace beaucoup plus grand et beaucoup plus dilaté qu'il ne l'est. Ainsi, Sinan, au lieu d'aller chercher et de faire des lumières croisées qui vont chercher un point, il s'est arrangé pour que les lumières et les fenêtres qu'il allait disposer au niveau de ces coupoles allaient chercher les murs extrêmes et donc donner une sensation d'un espace beaucoup plus dilaté, donc d'un espace neutre et équilibré entre l'ensemble de ces composants. Donc, 3 types de mosquées, mais avec la même finalité d'avoir un espace neutre où Dieu est partout, où il n'y a pas de point privilégié, et chacun a utilisé les techniques et le savoir-faire local. Ici, le savoir et la connaissance locale par rapport à une architecture méditerranéenne liée à la culture grecque et romaine. Ici, par rapport aux éléments d'Iwan qui sont liés à l'architecture et à la tradition persane. Et ici, le principe d'utilisation des coupoles et des lumières rasantes et de la dilatation de l'espace liée à la culture byzantine.
L'environnement sémiotique. On peut le diviser en deux parties. Premièrement, le signe. À savoir que quand on voit un projet, on arrive à identifier directement le composant qui puisse nous renvoyer vers l'élément que constitue le projet. Ici, nous voyons un projet moderne en forme très épurée qui est réalisé par l'architecte Frank Hamouten, et nous voyons le système constructif, donc qui est un élément en charpente métallique avec poteau-poutre, mais la façon avec laquelle l'architecte a imbriqué les deux volumes permettent à ce que, bien que l'élément structurel soit totalement symétrique, et bien le fait qu'il vienne imbriquer ce volume-là et cache la continuité de l'autre élément apparaissent à ce niveau-là jeu de la croix, qui est donc l'identification de la symbolique de la présence d'une église. La signification. La différence entre le signe et la signification, c'est que la signification est un processus. L'architecte Zaha Hadid était plus intéressé dans la production de son architecture au processus qui allait conduire à la production de formes, au questionnement, qu'au résultat final lui-même. Et c'est pour ça qu'elle a développé toute une modalité de représentation et de techniques de représentation qui conduisent à ce que, la plupart du temps, nous sommes dans une position à nous intriguer, à nous questionner, à nous poser des questions, ce qui est le fondement même de l'architecture déconstructiviste, qui est donc de mettre les gens en situation de se questionner et non pas juste de consommer. Et donc nous voyons bien que ce qui intéressait les architectes faisant partie du mouvement de la déconstruction avec à leur tête Zaha Hadid, c'est le processus et donc de la signification, de la production du signe qui permettent donc d'interpeller les gens et de les questionner sur leur quotidien. Nous pouvons vérifier ça aussi donc, dans les différents projets de Zaha Hadid. Passons maintenant à l'environnement externe spécifique pour un projet. Excusez-moi, là les images sont un peu mal prises, mais c'est vrai. Dans l'environnement externe spécifique, donc nous pouvons identifier les composants programmatiques. Donc un programme, lorsque nous récupérons un programme, il est composé de deux éléments fondamentaux. Les composants quantitatifs. Donc dans notre cas, c'est par exemple les surfaces, les volumes, par exemple la question de sonorité, le nombre de décibels acceptés et autorisés, la quantité de lumière acceptée et tout. Ceci donc va identifier les différents composants quantitatifs. Mais il n'y a pas que cela, aussi tous les composants qualitatifs du projet. Par exemple, prenons le projet de fin d'études de Abdallah Bouchafa et de Dalia Youssef Rouja, soutenu en 2011 sous notre direction, et celle de M. Chérif Nasreddin et Mehdi Benay. Eh bien, ces étudiants ont conçu un appart-hôtel doublé d'une maison de l'enfance, et ils ont identifié certains traits de caractère auxquels les espaces dédiés aux enfants devaient répondre, indépendamment des dimensions et de leur quantité. Par exemple, ils ont identifié que lors de l'arrivée des enfants en bas âge à la crèche, ils étaient toujours en panique, c'est un moment de crise, de séparation avec les parents. Donc il fallait que l'espace architectural puisse permettre de participer à résoudre ce problème-là, et par l'étude de la psychologie de l'enfant, ils se sont rendus compte que l'enfant est attiré par tout ce qui est couleur vive, par forme bizarre, et donc qui allait à un moment donné les absorber. Et ainsi, ils ont créé, au niveau de leur espace, donc ils ont fait un cahier de charges qui pourrait inciter à dire il faut créer un dispositif qui permet donc d'attirer l'attention de l'enfant indépendamment du dimensionnement des espaces. Ainsi que quand on arrive dans leur projet, il est proposé que dans l'espace du hall, avant de passer, de l'autre côté se trouve l'espace des jeux et d'activités pour les enfants. Et bien, la transition se fait à travers ce tunnel qu'ils ont appelé le tunnel absorbant, fait d'un jeu de lumière et en même temps une sorte de tunnel qui attire l'enfant pour pouvoir l'inviter à des aventures de l'autre côté. Donc, c'était plus des conditions qualitatives que quantitatives. Ils ont aussi identifié le fait que les enfants avaient besoin à un moment donné de pouvoir se retrouver, se recroqueviller sur eux-mêmes, donc se refermer sur eux-mêmes pour pouvoir profiter d'un espace qui est à leur échelle, d'un volume qui est à leur échelle. Nous l'avons tous eu, nous l'avons tous fait quand on était petit. Moi, premier, j'ai mon fils qui passait son temps à vouloir s'incruster dans les étagères de la bibliothèque, de pouvoir donc se retrouver dans des univers et dans des espaces à leur dimension. Donc, créer donc des sortes de petites alcôves qui permettent à l'enfant de pouvoir se séparer. Sans parler aussi du fait que les espaces des enfants donc, devraient avoir des ambiances très lumineuses, très colorées, qui, encore une fois, puissent attirer leur attention et les intéresser. Donc voilà comment quelques critères qui sont liés à la question de le quantitatif et non pas du qualitatif. Du qualitatif et non pas du quantitatif. Les composants contextuels. Le premier élément composant contextuel, c'est le physique, que nous pouvons aborder très bien à travers le projet de Norman Foster pour le carré d'art de Nîmes en France. Dans ce projet, l'architecte, bien qu'il est installé à Londres, s'est déplacé quand même à Nîmes pour pouvoir essayer d'identifier les composants de ce concours d'architecture de ce site-là. Et donc vous voyez qu'il fait un certain nombre d'annotations. Le site, bien que le site
du projet est à ce niveau-là, il a essayé de comprendre quand même comment la ville s'organisait, comment elle était faite et comment elle était abordée. Mais il s'est rendu compte que Nîmes est une ville qui était très utilisée par les touristes durant l'été, mais qui ne s'installait pas à Nîmes, qui s'installait plutôt sur la Côte d'Azur, à Nice, à Marseille, à Aix, etc. Et qui venaient passer juste la journée à Nîmes, donc ils venaient par train pour essayer de visiter quelques monuments importants historiques tels que les arènes de Nîmes, tels que la Maison Carrée et tels que aussi le temple de Diane. Donc, et pourquoi ils dessinent cet axe? Parce que justement, c'est le point d'arrivée à partir du train. Donc les gens arrivaient, la gare de train était à ce niveau-là, donc ils arrivaient, ils passaient, donc ils visitaient les arènes, ils traversaient cette grande rue, et ils arrivaient donc à visiter le Maison Carrée pour aller appuyer à travers cet axe ou cet axe-là, aller visiter donc le fameux jardin avec le temple de Diane. Et donc, il écrit toutes ces annotations pour comprendre la façon de travailler, etc. Il fait un petit zoom. Donc, on voit ici, il zoome sur cette partie-là, on voit la maison carrée, ça c'est le site. Et donc, ça c'est les doubles axes qui vont emprunter les gens. Et il marque cette phrase que je trouve assez magnifique. In the summer, the site is an explosion of light from the dark tunnel of tree. Ils se rendent compte que, puisque ce site sera principalement utilisé durant l'été, et donc durant l'été, puisqu'ils vont passer par cette rue-là, qui est très ombragée, et donc il y aura tout subitement, son projet se trouve sur l'aboutissement d'un tunnel sombre, et subitement il y a un éclatement de lumière, et la première chose qu'on verra est bien son projet. Donc il tient compte du fait que la perspective, à ce niveau-là, est fortement importante à prendre en considération. Deuxième élément, quand il voit, là on voit dans l'autre sens, donc ici il y a la maison carrée, là c'est le site du futur projet, et bien il se rend compte que quand on arrive à ce niveau-là, il y a tout un ensemble actuellement de stations de voitures, il met cars avec point d'interrogation et d'exclamation qui dit ceci, qu'est-ce qu'il est en train de foutre ici, et il faudrait le déplacer, et c'est pour cette raison-là que l'architecte, dans son projet, a osé quelque chose qui était de réaménager, non pas seulement de faire le projet, mais de réaménager la totalité de la place, en dégageant ici, en offrant la possibilité de réaliser plus de sous-sol pour intégrer l'ensemble du parking et interdire le stationnement à ce niveau-là, mais donc de proposer la solution à ce que le parking devienne souterrain, et de récupérer cette place pour mieux dégager le rapport visuel entre le projet futur et le Maison Carrée de Nîmes, qui est un monument historique classé patrimoine international, et donc de créer une esplanade où il allait y avoir des événements, des festivals, des trucs de musique ou des terrasses de café. La dimension temporelle. Prenons pour la comprendre, c'est-à-dire que c'est le contexte, un projet réalisé aujourd'hui n'est pas le même qu'on réalisera il y a 70 ans, et ça dépend aussi des lieux. Aujourd'hui à Alger, c'est pas aujourd'hui à Tokyo. C'est aussi aujourd'hui à Alger, c'est pas la même chose qu'en 1950 à Alger, et aujourd'hui à Tokyo, c'est pas Tokyo en 1930. Donc à un moment donné, on va voir la dimension temporelle et contextuelle est très importante. Prenons l'exemple donc dans ce fameux stade qui est appelé le Nid d'Oiseau de Pékin. Ce n'est pas les architectes Herzog et de Meuron qui ont appelé le projet Nid d'Oiseau, mais ce sont principalement les journalistes suite à l'exposition du projet. Les journalistes se sont rendus compte que le projet réalisé comme tel avait la forme d'un nid d'oiseau pour les Jeux Olympiques de Pékin. Et justement, ça les a beaucoup interpellés et intéressés parce que il y a un proverbe en Chine qui dit avant de construire pour l'oiseau, avant de t'envoler, construis d'abord un nid. Dans le sens, avant de vouloir aller plus loin, pour vouloir te révéler, il faudrait d'abord commencer, la première action à faire est de construire un nid. Et justement, c'est ce que représentaient les Jeux Olympiques de Pékin de 2008 pour la Chine, pour le gouvernement et le peuple chinois. C'était de pouvoir montrer que le peuple chinois est une grande maîtrise, s'annonce dans le monde, voilà, je suis là, je suis à jour, je fais partie des pays modernes et développés, etc. Et tout. D'ailleurs, si pour certains s'en rappellent, durant ces Jeux Olympiques, durant la quinzaine des Jeux Olympiques, les Chinois ont profité de cette occasion pour envoyer le premier homme chinois dans l'espace avec une sortie dans l'espace. C'était parce qu'ils savaient que le regard du monde entier était focalisé sur eux, donc ils voulaient encore plus montrer leur capacité parmi les rares pays, donc ils sont capables de pouvoir envoyer un homme dans l'espace et de pouvoir faire une sortie spatiale. Donc, c'est la forme du projet qui a permis à ce que finalement les Chinois, ça les interpelle et que ça dise, tiens, voilà, ce projet-là, de par sa forme, même si les architectes n'y ont pas pensé, de par sa forme, de par l'écriture qu'il propose, eh bien, il nous propose l'écriture d'un nid qui correspond à notre proverbe et qui correspond donc à l'objectif qu'on s'est fixé, nous, Chinois, à atteindre à travers les Jeux Olympiques, à savoir nous révéler au monde. Et donc, pour pouvoir se révéler, pour pouvoir s'énoncer, commençons par construire un nid.
Pour l'anecdote, Jean Nouvel avait proposé aussi un autre projet pour ce concours et il avait développé une architecture d'un stade avec une toiture en forme de coque qui ressemblait à celle d'une tortue, de l'habitat d'une tortue, vert. Et il se trouve que malheureusement, son projet, vu comme tel, il y a un proverbe, enfin pas un proverbe chinois, mais une tradition chinoise qui fait que la tortue verte symbolise l'homme trompé par sa femme, donc cocu. Et donc il n'était pas question pour eux que le projet qui allait symboliser les Jeux Olympiques pour eux et l'intégration dans le monde moderne soit l'exemple des Chinois qui se sont fait coquifier, si je peux m'exprimer ainsi, par le monde. L'aspect culturel. Prenons l'exemple donc du projet de Renzo Piano, centre culturel de Chibao, de la Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'on a décidé de réaliser un projet qui rende compte de la culture et de la tradition de ce peuple kanak en Nouvelle-Calédonie, donc les architectes se sont référés l'architecture et l'habitacle traditionnel à travers les villages qui sont composés de différentes cases, avec aux extrémités toujours de grandes cases qui représentent les ancêtres, réalisées toujours avec des morceaux de bois les plus vieux, parce qu'ils avaient une tradition qui dit que dans le tronc d'arbre, l'âme de nos ancêtres va aller toujours se réincarner au niveau des troncs d'arbres, et donc les plus anciens troncs d'arbres correspondent aux plus anciens des gens du peuple kanak. Et entre les deux, il y avait donc les grandes cases, et entre les deux, donc les petites cases qui représentent les différents composants, les différentes personnes du village. Les architectes ont essayé donc justement de reprendre et de reformuler ça d'une autre manière. C'est une autre interprétation. Toujours cette idée de l'espace centré avec une architecture en bois et donc de créer donc la grande case. Et donc on le voit le centre de Chipao à ce niveau-là. Donc la réalisation d'un ensemble de petits villages, donc avec la grande case, les petites cases, grande case, petite case, et l'ensemble est relié entre eux. Donc une forme de réinterprétation de la culture, de l'architecture du peuple kanak. Les composants paradigmatiques, donc ils peuvent être de deux natures, soit ceux inhérents au principe de l'architecte lui-même. Prenons l'exemple qui est identifié par le travail des étudiants Rada, Amna, Mariam et Mohamed Saadawi, donc un travail d'étudiant de l'École d'architecture nationale de Tunis dans l'année universitaire, si je me rappelle bien, 2004-2005. Eh ben, ces derniers ont fait le travail sur l'architecture de Mario Botta, et donc ils ont identifié que ce dernier avait comme principe que l'architecture se doit être atemporelle, c'est-à-dire qu'elle doit traverser les temps. Et pour pouvoir réaliser cela, il a fait appel à deux concepts qui sont la solidité et la massivité. Ainsi, comment ceci se matérialise à travers des formes platoniques et des impérications de volume très simples. C'est-à-dire que dans le cas de Mario Botta, qu'il réalise un projet de musée, d'église, de maison ou de quoi que ce soit, vous aurez toujours cette impression de volume platonique, mastodonte, où le rapport de l'opacité est plus important que la transparence, même s'il assure l'éclairage de manière parfaite, mais il arrive à faire un certain rapport et à disposer ces différentes ouvertures afin d'avoir toujours, pour quelqu'un qui voit de l'extérieur, une impression de massivité et de forme très simple, parce que c'est ce qu'il a étudié sur l'histoire et s'est rendu compte que les seules formes qui ont traversé l'histoire de l'humanité, telles que les pyramides, avaient un point commun, c'est deux choses, en fait deux ou trois points communs, c'est premièrement des formes simples, deuxièmement des formes très massives, donc avec un rapport plein-vide à l'avantage du plein. Sinon, il est possible donc aussi que ceci soit inhérent au projet architectural. Nous prenons l'exemple à ce niveau-là de l'Institut du monde arabe, le projet qui a été réalisé par Jean Nouvel et Architecture Studio, ainsi qu'une autre architecte dont je ne me rappelle pas le nom, je m'en excuse. Eh bien, nous voyons qu'ici, ce projet-là se devait de rendre compte de la culture, de la tradition, de l'architecture et de l'univers du monde musulman. Donc voilà, une réinterprétation faite par les architectes des moucharabiés, donc à travers ces éléments en diaphragme, ou l'architecture ascensionnelle des minarets à travers cette tour des livres. Donc une reprise, une réinterprétation, une décontextualisation des éléments et des composants de l'architecture dite islamique dans un niveau de Paris par la réinterprétation des éléments de manière à ce qu'ils soient inscrits au niveau du XXe siècle. Enfin, dernière instance, c'est la conceptualisation, matérialisation architecturale. Donc, nous avons identifié ou expliqué au début que la matérialisation d'un projet architectural se fait à travers trois éléments, soit le choix de matériaux ou d'une structure, soit le choix de forme, soit le choix de fonction.
Et pour répondre à certains objectifs, des fois il suffit d'intervenir que sur le système constructif, des fois que sur la fonctionnalité, l'organisation fonctionnelle, des fois que sur la forme, des fois sur les deux, des fois carrément il faudrait que pour y répondre, réaliser un choix constructif avec une forme spécifique, une organisation spatiale bien spécifique. Prenons deux exemples. Nous avons déjà expliqué tout à l'heure, pris l'exemple de la sécurité incendie, prenons maintenant deux autres projets architecturaux. Dans le cas de l'architecte, enfin qui était étudiant à cette époque-là, M. Akram Chilli, pour la réalisation des musées d'art contemporain en 2006, à l'école d'architecture de Tunis, et ben, pour réaliser son musée, il y avait quelque chose d'important pour lui, c'était le fait que les éléments exposés ne doivent pas être directement exposés à l'ensoleillement. Et donc pour pouvoir y parvenir, il avait réalisé donc un certain nombre de dispositifs en créant des parois décalées en hauteur et en largeur, de manière, comme on le voit ici, que la lumière soit toujours brisée et n'arrive jamais à l'intérieur. Afin de pouvoir répondre à cet objectif qui est la protection des éléments exposés, parce qu'un musée quand même c'est deux choses. Un musée ça doit non seulement avoir une qualité de lumière exceptionnelle et une promenade architecturale, mais disons qu'il faudrait que profiter de préférences d'exposition à travers des lumières naturelles et non pas artificielles, mais en même temps protéger les éléments exposés contre de l'ensoleillement, donc de la lumière naturelle, de l'éclairage naturel, mais pas d'ensoleillement direct. Et donc, afin de pouvoir y arriver, il a réalisé donc une sorte de cube métallique en verre, et il est fractionné avec une série de parois qui se translatent aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, afin de pouvoir conduire à ce qu'il n'y ait jamais d'ensoleillement direct par rapport aux éléments exposés. Donc on voit que par rapport à cet objectif qui est maximum de lumière avec un minimum d'ensoleillement, et bien l'architecte, pour réaliser cela, il a fait appel à un dispositif, donc à deux choses. Premièrement, un choix constructif, donc le choix d'appel de matériaux, de murs opaques et de parois vitrées, mais avec donc une disposition de forme, donc de formes brisées, fragmentées, qui permettent donc de répondre à cet objectif. Donc répondre à cet objectif-là conduit l'architecte à se situer à ce niveau-là, donc choix constructif et choix de forme. Prenons l'exemple aussi de l'Arche de la Défense, réalisée à Paris, donc par l'architecte von Otto Sperkelsen. Ben, l'architecte a dû répondre à un objectif qui était de ponctuer la perspective de l'Arche de la Défense, sachant que à partir de ce point-là, il est quasiment impossible de pouvoir compléter et continuer cet axe-là d'une manière aussi linéaire et droite qu'a été l'axe des Champs-Élysées. Et bien, pour pouvoir répondre à cet objectif-là, l'architecte, il a dû réaliser cette fameuse ouverture dans un cube de 100 mètres, faire une ouverture de 70 mètres, et qui permet donc, il avait appelé une fenêtre sur l'avenir. Donc, comme quoi, la question qui s'est toujours posée, doit-on finaliser l'axe ou doit-on préparer la continuation de l'axe de l'autre côté? Et bien, l'architecte a réalisé par ce dispositif un volume assez imposant qui puisse permettre de ponctuer la perspective, mais avec une fenêtre suffisamment importante qui puisse constituer à un moment donné un moment de jonction pour pouvoir compléter le développement de cet axe-là. Donc pour pouvoir y répondre, l'architecte a fait appel à deux choses, une forme imposante et un dispositif constructif plat, dur, en béton précontraint, donc avec un maximum d'opacité qui puisse donc pouvoir ne pas rendre le bâtiment transparent, mais bien observable. Encore une fois, on voit que pour répondre à l'objectif urbain qui était de ponctuer la perspective tout en permettant la possibilité d'une extension future, l'architecte a fait appel à une forme bien spécifique et à des éléments constructifs tout aussi spécifiques. Je vous remercie pour cette écoute et à d'autres vidéos et d'autres échanges. Je vous dis donc à bientôt. Merci.